Dans le podcast cette semaine, on discute avec Eric Lang, auteur de jeux notamment de Blood Rage et de l'extraordinaire Cthulhu Death Medaille. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara, on se retrouve à Cannes pour une nouvelle interview qui sera en anglais parce que je suis en compagnie de Eric Lang. Salut Eric, hello Eric. Salut, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Je suis très fatigué, mais hungry. Tu as faim, tu n'as pas encore mangé? Oh non, j'ai beaucoup de manger, mais, Oui. Mais je suis toujours faim. Ok. J'ai toujours faim. Tu as toujours faim, ok. Oui. Merci beaucoup déjà, c'est un grand plaisir de parler avec toi. Cela me fait plaisir. Je vais faire un petit disclaimer d'abord. Je suis une très très grande fan de Cthulhu Death Medaille. C'est dans mon top 3 de jeux, donc je suis très 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 heureuse de te rencontrer. Je suis heureux de te rencontrer et d'être dans ce podcast. Nous allons parler un peu des jeux qui t'ont inspiré en tant que joueur, mais aussi dans ton travail de game designer. Si tu es OK, on va d'abord reparler un peu de comment tu es arrivé dans le jeu de société. J'ai lu que tu jouais avec ta grand-mère. En fait, Oui. Oui. Donc, le jeu a toujours été présent dans ton enfance? Yes. Oui, quand j'étais vraiment jeune. Quel genre de jeu vous jouiez? Quel Sure. genre? So, when I played with my grandmother, I used to visit my grandmother. Je pense que j'avais 6 ans. Je jouais avec ma grand-mère, car j'allais la voir en Allemagne tous les étés dans une petite ville, Neuss. Et il n'y avait rien à faire. Elle jouait à des jeux anciens, comme Mensch ärgern dich nicht, un jeu qui ressemble aux petits chevaux, Phase 10, Uno. Ok, je me souviens des dames chinoises. Des jeux très mass market. Je n'aimais pas beaucoup ces jeux, mais j'ai même passé du temps avec ma grand-mère. Mass market games. And I didn't enjoy them very much, but I enjoyed spending time with my grandmother. So already, even when I was young, I was like, I Et want déjà, quand j'étais petit, je voulais les modifier pour les rendre plus courts et plus fun. them more fun for me. Donc, tu avais déjà l'idée de crafter les board games. That's right, but out of necessity, because I want. Tout à fait, mais par nécessité. Adulte, on m'a diagnostiqué un TDAH, et je ne le savais pas, mais je l'avais depuis toujours. Enfant, j'étais simplement hyperactif. Je n'arrivais pas à me concentrer, et si quelque chose m'ennuyait, je ne pouvais tout simplement pas en profiter. Et je voulais rendre Ok. ces moments plus agréables pour ma grand-mère et moi. Elle était vieille, et je voulais passer du temps avec elle plus facilement. I wanted to connect Yes. easily. J'ai aussi lu que c'est en découvrant Donjons et Dragons que tu t'étais dit que tu voulais devenir un board game designer. Almost. Almost? Okay. So that Dungeons and Dragons. Presque oui, presque. Donjons et Dragons a fait de moi un joueur. Ça a changé ma vie, et ça m'a fait entrer dans le hobby. Et ça m'a donné envie. J'ai créé plein de jeux, mais alors, je ne pensais pas à le faire professionnellement. C'est Magic qui m'a fait ça. Là, je me suis dit que je voulais faire ce job. Now I want to do this as a job. On parlera de Magic après. Et tu dis que tu n'as jamais fait d'autre métier que board game designer. Yeah, yes. So I worked in retail for Oui, j'ai travaillé dans la vente pendant longtemps, même dans la vente de jeux. J'ai travaillé pour Nintendo à vendre des jeux vidéo. J'ai travaillé pour des boutiques de jeux qui organisaient des tournois de Pokémon ou Magic. I consider Je considère ça comme une éducation pour ce métier. Bien sûr, ce n'était pas être auteur, mais la seule carrière que j'ai eue, c'est en tant qu'auteur de jeux. the only career that I ever had was as a board game designer. That's Ok. Et il y a une particularité aussi, c'est que tu as été board game designer interne pour Criminal or Not, qui n'est pas si fréquent parce qu'en général les gens sont plutôt indépendants. Quelle différence tu ferais dans l'approche du game design quand on est en interne comme ça ou quand on est freelance? This is a complicated answer Yes. because I've been freelance for C'est compliqué de répondre. Je suis auteur de jeux depuis environ 26, 27 ans, et la plupart du temps, j'ai travaillé en indépendant. Pourtant, à titre personnel, dans mon cœur, j'aime être un collaborateur. J'aime travailler en étroite relation avec les éditeurs, et j'aime être impliqué dans tous les aspects de la création d'un jeu. and I like to be Le graphisme, la production, chaque partie. graphics. Donc même quand je travaille comme indépendant, en réalité, je me vois plus comme un collaborateur de l'éditeur. Even when I'm in De fait, mon ressenti n'est pas si différent. like an employee with every Yes. publisher. So it didn't feel that different. Ok. You don't think that your job... Tu ne considères pas que ton travail est terminé une fois que tu as livré le jeu, en fait. Le jeu est terminé, tu l'as livré, mais tu veux être impliqué dans tout le process de production. The process of production. Absolutely, yes. Okay. Absolutely. Because so to me, board games have always been Oui, vraiment. Parce que pour les jeux de société, enfin, ce ne sont pas que les mécaniques, c'est aussi le produit. L'objet, c'est un tout. Et selon moi, chaque part du jeu doit être pensée. Et même si je ne suis pas graphiste, même si je ne suis pas un artiste, j'ai des idées et j'ai une vision globale du jeu en général. Donc quand je pense à un jeu,
Eh bien, en général, je peux imaginer l'objet qui sera posé sur l'étagère. À quoi il ressemble? Quel sera le matériel? Quelles seront les couleurs? Qu'est-ce qui fait son attrait? J'aime bien travailler en collaboration, mais j'arrive toujours avec une idée ou une base. They're not always final, and I do like to collaborate, but I always come to the table with something. Oui, pour toi, le jeu, ce n'est pas juste l'idée des mécaniques, une idée abstraite, c'est aussi tout ce qui va avec et la matérialité qui est importante. Absolutely, yes. On va parler des 5 jeux que tu as choisis dans ta liste. So this list, Oui, je te donnais cette liste. Mais évidemment, cette liste change tout le temps. Mais ce sont ces 5 jeux qui me sont venus immédiatement en tête. Ce sont donc des réponses solides. Mais si tu me reposes la question l'année prochaine, j'aurai peut-être une liste différente. Mais je suis tout à fait d'accord. En fait, souvent, on change parce qu'on évolue aussi en tant que joueur ou joueuse. Oui. Yes, oui. Tu as compris, c'est pratique. oh yeah, sorry, yeah. Je n'ai pas besoin de tout traduire, de faire le switch tout le temps. So the first was Stratego. Alors le premier, c'est Stratego, un jeu de 1946. C'est un jeu d'avance que nous on appelle les jeux de société modernes. Comment as-tu découvert Stratego? So that was the game, I discovered it during my youth with my grandmother. So Ça fait partie de ces jeux que j'ai découverts pendant mon enfance, en jouant avec ma grand-mère. C'était probablement un des premiers jeux auxquels j'ai joué. Je pense que je devais avoir 8 ou 9 ans. Cela faisait des années que je jouais à des jeux que je n'aimais pas forcément, au point que j'avais envie de les modifier. Et la première fois que j'ai découvert Stratego, eh bien c'était le premier jeu auquel je jouais et pour lequel je me disais « Waouh, c'est génial ». Je n'ai pas pensé. Enfin, je n'avais rien envie de changer. Cela m'a initié au mouvement caché. Bien sûr, j'avais 8 ans. Donc je me suis pas dit, tiens, un jeu de déploiement avec des mouvements cachés. Mais ça m'a bluffé. Et ça m'a vraiment fait l'effet d'un moment où le voile se déchire, tu vois. Comme si tout à coup, je voyais au-delà. Et je me suis dit, ah ouais, ce truc, c'est puissant. Ça me fait comprendre que les jeux, c'est bien plus grand que ce que je croyais. Je dis ça aujourd'hui alors que je suis adulte. Mais en tant qu'enfant, j'y pensais en me disant, tiens, et s'il y avait des monstres? Et cela m'a aussi fait découvrir la psychologie et le bluff dans un jeu. like meaningful psychology and bluffing into a game. And so De la confrontation psychologique. absolutely. Yeah, Et ainsi, après y avoir joué pour la première fois, je ne pouvais pas penser à autre chose. J'ai fait mes propres versions qui étaient terribles, mais tout ce que je voulais, c'était jouer à ça, rien d'autre. all I wanted to do was play that, nothing but. There are also in some... Mais dans certains de tes jeux, on retrouve ça. On peut retrouver cette idée d'information cachée et le fait que tu ne sais pas ce que tes adversaires sont en train de faire exactement. going to do. Yeah, that's essential to me. Oui, Yes. essentiel pour moi. J'ai vraiment du mal à prendre du plaisir avec un jeu sans information cachée. Parfois, c'est juste de la chance, et ça me va. Il n'y a pas forcément besoin de bluff, mais en général, j'accroche pas trop aux jeux comme les échecs ou le backgammon. Yes, Gammon that have what we call abstract. Des jeux abstraits? Parce que en principe, dans les jeux abstraits, il n'y a pas d'information cachée. On a le contrôle sur tout. Everything. well, for example, so I, Oui, par exemple, j'adore les jeux comme Quirkle ou Ingenious, parce qu'il y a une part de hasard, il y a de l'information cachée, tu vois. Même si ce sont des jeux abstraits, t'as pas une vision complète, donc tu dois t'adapter. Ce sont des jeux dynamiques, t'es obligé de changer ta façon de jouer en cours de route. still have to change. And do you think, because I think Bruno Feduti likes Et est-ce que tu penses... Enfin, je crois que Bruno Feduti dit qu'il aime les jeux où il y a une part de hasard, quelque chose que tu ne peux pas contrôler, où tu dois deviner ou prendre des risques. Il dit quelque chose comme cela, que ça laisse une chance à tout le monde autour de la table de gagner. much control you are That's right. En tant que game designer, j'apprécie ça. Mais en tant que joueur, c'est un peu différent. Je pense que je ne vois pas les jeux de la même façon selon si je les conçois ou si j'y joue. Et pour ce qui est du hasard, ce que j'aime, c'est cette sensation d'abandon, tu vois. Ce moment très précis où tu te dis « Ah ouais », comme avec ce qu'on appelle le output randomness. Tu prends une décision et ensuite, c'est le destin qui tranche. C'est différent du input randomness, qui est mon préféré. Là, c'est l'inverse. Quelque chose se passe et ensuite, c'est à toi de réagir. And then, okay, you see. Oui, tu vois toutes les possibilités. I've been dealt the On m'a distribué les cartes. now I have Et maintenant, c'est à moi d'en faire quelque chose, tu vois. Et ce que j'aime surtout, c'est quand ça change à chaque tour. C'est pour ça que des jeux comme le poker, qui est au final mon jeu préféré, me parlent autant. Mais ce que j'aime, c'est que c'est toujours une histoire. Une histoire que tu dois adapter en temps réel et ça t'oblige à improviser. Ça te pousse à être à la hauteur de l'instant. rise to that moment. And what's your board games? Et tu penses qu'il y a un de tes jeux qui est inspiré de Stratego?
notamment pour cet aspect d'information cachée? Information, maybe? None, actually. None? En fait, peut-être aucun. Je tire presque jamais mon inspiration directement d'un jeu de société. Mais ce qui se passe, c'est que je suis musicien avant d'être game designer. Yes. Designer. And you said that it was the same thing. Et tu as dit que c'était la même chose que d'être musicien, être auteur de jeu. Et que quand tu travaillais sur un jeu, c'était comme de travailler avec d'autres musiciens. Working with other musicians, Yep. there's some. Yes, exactly right. And so the way I think about music, and I think about Exactement. Et en fait, la manière dont je pense la musique, je pense les jeux de société un peu pareil. Pour moi, c'est super important de ne pas m'inspirer directement de quelque chose. J'absorbe, puis je laisse tout ça descendre dans mon inconscient. Et une de mes citations préférées, c'est justement de Scott Ian, du groupe Anthrax, dans les années 80. Il a dit de façon parfaite. On lui a demandé « Comment tu décrirais ton style ?» Et il a répondu « C'est ma collection de disques filtrés à travers ma guitare. » Et je trouve ça tellement juste. Ce qui compte, c'est que ce soit toute la collection. Et en plus, ce que j'adore, et ce qui fait que je pense que j'ai un vrai métier, plutôt que de juste recopier des choses, c'est que mon boulot, c'est d'inventer. is that my job. Je peux m'appuyer sur mon parcours, oui. Mais ce que je préfère, c'est le moment où tu te dis « Ok, voilà un problème, il faut que j'invente une solution. » Je peux pas juste aller chercher une réponse ailleurs, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça, le métier. Does that make sense? Alors oui, je peux Yes. prendre des éléments d'autres jeux, Ok. mais ce qui compte vraiment, c'est l'invention. On est dans un nouveau Really, contexte. the invention is here's a new context. Yes. So what does that mean? Yes. Yes, I Oui, je comprends. Tu veux dire que tu crées quelque chose de nouveau en absorbant toutes les autres influences d'une certaine manière. Right. in a way. So that's just Ouais, ça, Yeah. c'est juste la mécanique en fait. Maintenant, je sais comment ça fonctionne. Globalement, je comprends les mécaniques. Mais justement, si je joue à un jeu et que je l'aime, j'ai pas du tout envie d'en faire un comme ça. Pour moi, Ok. c'est un soulagement. Yeah. Je n'ai pas besoin de le faire. don't have to make that. Oui, je crois que Vladash Fatil a dit quelque chose de similaire, quelque chose comme ça. Il a dit qu'il voulait créer des jeux qui en fait n'existent pas encore. Right. I don't do that consciously. Oui, je le Yes. fais pas consciemment, mais je sais que quand je travaille sur une idée, si à un moment je sens que ça m'emmène quelque part de bizarre, de flippant, ou que je reconnais pas du tout, alors là, je commence à m'enthousiasmer. Well, then I get excited. Yes. Dans Stratego, il y a beaucoup de c'est un jeu de confrontation directe, on l'a dit. C'est quand même quelque chose qui caractérise beaucoup de tes jeux. Dans Rising Sun, il y a cette très forte tension psychologique De la diplomatie. liée à la négociation. Oui, en fait, c'est quasiment en dehors de la table que ça se passe. C'est beaucoup de négociations, Yes. de diplomatie, absolument. Yes. You can bluff, on peut faire du bluff. C'est aussi, it's also other kind of C'est un autre type de confrontation. Pas juste on doit prendre des majorités, c'est plus psychologique. C'est quelque chose qui t'intéresse, notamment l'aspect émotionnel? This emotional aspect. Very much. It's the only thing I'm interested in fact. I think so. I very strongly believe Tellement. En fait, c'est la seule chose qui m'intéresse vraiment. Je crois profondément que nous, les êtres humains, on prend nos décisions avec nos émotions, et ensuite on les justifie avec notre intellect. Donc pour moi, le pire retour qu'on puisse me faire sur un de mes jeux, c'est un truc du genre « Ah, c'est intéressant, c'est malin, Ok. c'est pas grave, mais c'est décevant. Ce que je veux entendre, c'est ton émotion, ce que tu as ressenti. Je veux que tu sois inspiré, ou en colère, ou chamboulé. Je veux des jeux qui provoquent quelque chose de fort en toi. Et bien sûr, il doit y avoir de la malice, de l'intelligence dans le design. Je fais des jeux malins, oui, mais ça, c'est la mécanique. Ce n'est pas la raison d'être du jeu pour moi. but the cleverness is machinery, Ok. right? It's not the reason for C'est une anecdote personnelle, mais je n'ai fait qu'une partie de Rising Sun et je me souviens qu'après la partie, j'ai dit que c'était trop pour moi, socialement parlant. Absolutely. And to me so I like that. Absolument. Pour moi, c'est bien mieux d'avoir ce genre de réaction que juste « Oh, c'était simple, j'ai passé Yes. un bon moment ». Franchement, ça me va tout à fait si quelqu'un joue à un de mes jeux et dit non, même avec force. Même si la réaction est forte, c'est OK. C'est totalement OK. Feeling, that's okay. Yeah. That's But absolutely okay. It was not negative. Ce n'est pas négatif, hein, c'est juste que pour moi, c'était trop d'intensité sociale. Yeah, Was, of course. Of course. The second one you mentioned is Yahtzee. Yahtzee, yes. Yes. So Yahtzee, it's a Le Yahtzee, oui. Alors, le Yahtzee, Yes. c'est un mélange entre la mécanique et l'émotion, tu vois. Par exemple, avec le Yahtzee, j'adore la mécanique en elle-même. Je joue encore au Yahtzee tout seul aujourd'hui, juste pour le plaisir de ce système. Et je me sers du Yahtzee comme d'une base mécanique, même dans des jeux qui n'ont pas de dés. Ça reste quelque chose auquel je pense beaucoup. I think about that Okay. very much. About Tu veux dire les combos? no? So basically, Donc en fait, c'est ça, c'est à la fois de l'abandon et du contrôle en même temps. Donc tu as ce Yes. moment d'adrénaline, tu te dis, ok, voyons ce que je peux faire. Tu as du input randomness et aussi du output randomness. En même temps, tu lances les dés
Tu regardes ce que t'as, et là, tu dois prendre une décision. Tu dois prendre un risque. Et ce que j'aime dans le Yahtzee, c'est justement ce que beaucoup de game designers n'aiment pas. Moi, j'aime que ce soit limité. L'espace de possibilités n'est pas immense. Et c'est ça que je trouve génial. Ça rend le jeu très démocratique. Plein de joueurs peuvent en profiter. Et ils peuvent se sentir très malins quand ils font le bon choix. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je trouve que beaucoup de jeux pour passionnés sont trop intelligents, trop opaques. Il y a trop de possibilités, trop de complexité. Alors que le Yahtzee, j'adore justement que ce soit contenu, cadré. Et c'est un peu mon jeu de base. J'ai fait des jeux qui reprennent la structure du Yahtzee, mais j'essaie toujours de ne pas en faire trop. Je reviens toujours au Yahtzee d'une manière ou d'une autre. Peut-être que c'est un jeu antérieur, mais il reste parfait. Absolutely. Yeah. A game that I did. Oui, complètement. En fait, non. Il y a un jeu que je n'ai pas mis dans ma liste, mais qui est pourtant un de mes jeux préférés de tous les temps. C'est King of Tokyo. Parce que le Yahtzee, ce n'est pas un jeu qui m'a influencé directement. C'est mon jeu préféré. Et King of Tokyo fait partie des rares jeux qui gardent l'émotion du Yahtzee intacte. La complexité du jeu ne le rend pas plus stratégique, juste un peu plus large. Tu vois ce que je veux dire? Quand je joue à King of Tokyo, j'ai l'impression de retrouver ce que j'aime dans le Yahtzee, mais avec encore un peu plus d'intensité. Et je déteste un peu utiliser cette analogie, mais c'est comme si j'écoutais un morceau de rock, genre un morceau de Led Zeppelin. Et ensuite, j'écoute un morceau de métal, qui joue les mêmes notes, les mêmes accords, mais plus longtemps, plus fort, plus intense. Quand j'ai envie d'un Zeppelin, mais avec encore plus de puissance, j'écoute la version métal. Mais je reviens toujours à la version Zeppelin, parce que c'est celle que je peux faire écouter à tout le monde. But I'll still go back and listen to the Zeppelin version to play to everybody. Tu as un plaisir particulier avec l'objet dé? Absolutely, yes. Ah oui, carrément. Les dés, pas les cartes. Pour deux raisons. D'abord, parce que les dés, c'est complètement quantique, tu vois. Avec les cartes, tu peux toujours compter, t'as toujours une part de contrôle. Et ça me dérange pas. Mais ce que j'aime, moi, c'est l'idée de l'abandon total. Et puis, j'adore la narration. Rien que l'idée du Yahtzee, tu sais, quand tu fais 5 dés identiques, c'est une histoire. Quand ça arrive, tu t'en souviens. Et pourtant, c'est juste 5 dés, une feuille de papier, c'est tout. Just 5 dice, piece of paper. Tu as plus de souvenirs, en fait, avec ce qui est fou, c'est que le contexte change à chaque fois selon les gens avec qui tu joues. Je pensais, là, en le disant, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes qu'il y ait comme si c'était une forme de pièce de théâtre où il y a un peu de drama dans les parties? Absolutely, yes. On va parler du prochain jeu. Sure. C'est Magic the Gathering. Yeah. Magic à l'Assemblée, 1993 de Richard Garfield. Alors déjà, je vais te dire, c'est un jeu qui revient beaucoup dans les jeux fondateurs en général pour les auteurs de jeux. Tu l'as découvert adolescent? Yes. I was a late teenager because I discovered it when it came out. So I was part of the. Oui, j'étais un grand ado à l'époque parce que j'ai découvert Magic dès sa sortie. J'ai donc fait partie des tout premiers, en 1993, quand c'était encore tout nouveau. Magic, c'est un objet culturel, vraiment. Bien sûr que j'aime ce jeu, je l'adore. Pour moi, c'est un jeu parfait. Je sais que beaucoup de game designers disent qu'il a des défauts. Moi, je suis en total désaccord. Je pense que le jeu est tel qu'il doit être. Et quand je dis parfait, je veux pas dire qu'il est adapté à tout le monde tout le temps. Ça, c'est impossible. Mais en tant qu'objet culturel, je crois que si quoi que ce soit avait été différent dans Magic, ça n'aurait pas marché. Même les déséquilibres, même les problèmes. Tout ça, à ce moment-là, était essentiel. Je me souviens encore de cette période où je découvrais le jeu, ce que j'appelle le voyage de la découverte. Magic changeait de visage constamment, en l'espace d'un an. C'était ma première rencontre avec un jeu de cartes à collectionner, et ça a complètement transformé ma vision du jeu. Comme le disait Richard Garfield, ta compréhension du jeu est différente de la mienne. Et ça, c'était bouleversant. L'implication personnelle que ça demandait, tu devenais un peu un game designer à l'intérieur du jeu. Tu créais ton propre environnement, l'autre aussi, et on voyait lequel fonctionnait le mieux. Ça, c'était la partie mécanique que j'aimais beaucoup. See whose is better. So that's the machinery, right? And that I did like that. But the cultural, it was the first game I ever played where I learned what the difference is between a casual player, a tournament player, a hardcore player, a lifestyle player. And I also learned. Mais le plus marquant, c'était l'aspect culturel. C'est le premier jeu qui m'a fait comprendre la différence entre un joueur casual, un joueur de tournoi, un hardcore gamer, ou même un joueur lifestyle. On n'avait même pas encore les mots pour ça. On comprenait juste que le jeu se transformait en fonction de ce qu'on voulait y vivre. Est-ce que t'es un résolveur de problèmes, un joueur émotif, un flambeur, un social, un diplomate? Et Magic s'adaptait à tout ça, sans jamais changer ses règles. Il changeait de contexte tout seul. C'est aussi grâce à Magic que j'ai découvert les tournois, où j'étais complètement nul, bien sûr. Je me souviens de mon tout premier tournoi comme si c'était hier. J'étais venu avec mon petit deck bricolé avec mes potes, un truc de 150 cartes, et je suis tombé sur ces decks ultra affûtés, des trucs cassés, où le mec en face m'a tué au premier tour, littéralement. Je n'ai même pas pu jouer un seul tour.
Et là, j'ai vu ses cartes. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et il jouait à un jeu complètement différent avec exactement les mêmes cartes. J'ai été humilié. J'étais bouleversé. Mais je n'ai pas détesté le jeu. Au contraire, je suis rentré chez moi en me disant, il faut que je comprenne comment on fait ça. Et je pense qu'aucun autre jeu n'a jamais recréé ça. Parce que maintenant, les jeux sont plus propres, plus équilibrés, plus lissés. On a corrigé les défauts qu'il fallait corriger. Mais au moment où Magic est sorti, il y avait une forme d'innocence, une fraîcheur. Je crois qu'on ne retrouvera jamais. Fixed problems that needed to be fixed, but the time that Magic came out, like there's an innocence about it that I think will never be recaptured. Et tu as mentionné l'équilibrage, les jeux équilibrés. Est-ce que tu aimes quand c'est pas le cas, en fait, que les jeux doivent pas forcément être équilibrés? I think balance is an Je pense que l'équilibre, c'est une illusion, complètement. Parce que quand les gens parlent d'équilibrage, il faut toujours leur demander « Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire l'équilibrage ? Est-ce que ça veut dire que peu importe ta position de départ, tout le monde a une chance de gagner ? Peut-être, oui. Mais ça, c'est pas possible, en fait. That's not possible, right? Oui, And- je suis complètement d'accord. Oui, c'est haut. And the extreme version of balance, like when I hear like, okay, no matter what you do, you must end up within 5. Et la version extrême de l'équilibrage, tu sais, quand j'entends des trucs du genre peu importe ce que tu fais, à la fin tout le monde doit finir à 5 points de victoire d'écart. Franchement, c'est du bullshit. Ça veut dire que ce n'est plus toi qui joues au jeu, c'est le jeu qui te joue. Et parfois, bon, pas avec mes amis bien sûr, mais quand je m'ennuie dans un jeu, que je vois la mécanique tourner toute seule, je me dis, allez, je joue au hasard, je m'en fiche. Parce que je ne suis plus investi. Je n'ai plus d'agentivité, je ne ressens plus rien. Pour moi, ça, ce n'est pas de l'équilibrage, c'est juste un design trop chargé. C'est plus un piège à souris ou une énigme qu'un vrai jeu. Moi, j'aime les jeux où... Parce que la vraie vie, elle est dure, elle est cruelle. Et les conséquences de tes décisions peuvent changer ta vie. C'est terrible, oui. Mais dans un jeu, tu peux modéliser ces mêmes décisions et le résultat n'a pas d'enjeu réel. Tu gagnes ou tu perds. Et alors, c'est un jeu, mais tu ressens la même émotion, tu vis la même tension. Sauf que c'est un endroit sûr. Et moi, j'adore les jeux qui sont dangereux. So you get that same emotion, you get that same feeling, but in a safe place. Yes. Right? I love games that And are you- dangerous, right? Tu peux expérimenter. You can experiment. Et l'échec ne coûte rien, c'est juste une émotion sur le moment, tu vois. Et j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Et il y a une super expression qui dit « Le jeu, c'est de l'entraînement, et moi, je vis selon ce principe. And I live by that. Qu'est-ce que tu penses aussi de l'aspect économique que Magic a créé? It's it's problematic and marvelous, Yes. right? Magic is a great C'est metaphor. à la fois problématique et merveilleux, tu vois. Magic, c'est une super métaphore du capitalisme, et on sait bien ce que c'est. Alors, écoute, tout le monde connaît sans doute mes opinions politiques. We live in Je n'aime pas le capitalisme. Je comprends comment il fonctionne, mais je ne l'aime pas. Cela dit, on vit dans ce monde-là. Et Magic prend tous les problèmes de ce système et les condense dans un tout petit écosystème avec des enjeux réduits. J'ai une collection. Et je pense qu'il y a des leçons à en tirer. There's some lessons you can learn from that. Like, in my opinion, so my nephew, I taught my nephew Pokemon, and I taught him how to manage his collection a little bit. And I sent it out into the world, let him get ripped off, let him. J'ai appris Pokémon à mon neveu. Je lui ai montré comment gérer un peu sa collection, puis je l'ai laissé partir dans le monde. Qu'il se fasse arnaquer, qu'il ressente la dureté de cette économie. Ça lui a fait mal, mais ce n'était pas la vraie vie. Les émotions étaient réelles, mais les conséquences ne l'étaient pas. Il apprendra plus de cette expérience avec Pokémon que de toute sa scolarité, j'en suis persuadé. Et pour moi, c'est incroyablement précieux. Alors oui, désolé, je suis en train de faire la morale là, Non, mais malgré tous ces défauts, je ne changerai rien à Magic. Même en connaissant les aspects sombres du jeu, je ne voudrais pas les corriger. Ce que je trouve dommage, ce sont les jeux inspirés de Magic, qui en reprennent les travers de manière encore plus maladroite ou plus cynique. Et soyons clairs, Magic a fait des trucs terribles, je ne défends pas du tout. Mais les vraies leçons, les leçons essentielles qu'on peut en tirer, viennent des problèmes, pas de ce qui est bien poli. The core lessons that you can get out of it, I think, come from the problems, not from the polish. If that makes sense. Tu as dit tout à l'heure aussi que quand on joue à Magic et qu'on crée ses decks, c'est aussi une expérimentation du game design. Yes. Well, so two things. So it's practice, but more importantly, Oui, il y a deux choses. D'abord, oui, le jeu, c'est une forme d'entraînement. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens aiment l'idée de créer des jeux. Mais faire ça comme métier, c'est un vrai parcours du combattant. La plupart du temps, ce n'est pas du tout fun pour beaucoup de gens. Et Magic, justement, te libère de tout ça. Tu ressens cette agentivité, ce pouvoir de faire des choix, d'exprimer ta volonté, ta créativité. Et pour la majorité des joueurs, ça s'arrête là. Et c'est parfait. Le fait que Magic t'offre un cadre, des règles claires pour vivre ça, c'est génial. Parce que nous, les pros, on travaille dans un espace de possibilités immense avec beaucoup d'enjeux. Alors que là, tout est contenu. Et j'adore ça, vraiment. D'ailleurs, Donjons et Dragons fait la même chose, mais de façon coopérative. Magic, lui, y ajoute la compétition. Et je pense que ça intensifie tout. Pas seulement les apprentissages,
mais aussi les émotions. Intensifies not just the lessons, but the emotion of it as well. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le temps hors jeu devient du temps de jeu. The metagame, exactly right. So D&D was the Le metagame. Exactement. Donjons et Dragons a été le premier jeu à introduire un metagame. Mais Magic, encore une fois, c'est la différence entre le coopératif et le compétitif. Le metagame de Magic, Richard Garfield avait vendu The Gathering comme le jeu plus grand que la boîte. Et j'adore cette idée. C'est tellement juste, tellement puissant. J'essaie de faire ça avec chacun de mes jeux. Mais aucun ne sera jamais aussi vaste qu'un jeu comme Magic. Du coup, je préfère garder un peu plus de contrôle. Mais Magic, ça a été le jeu qui m'a immédiatement fait dire « Oh, waouh, tout vient de changer. » Pas seulement ma vision du jeu, mais aussi l'industrie, le hobby, ma manière de vivre ce hobby, ma relation aux autres joueurs. Franchement, dire que Magic est un objet culturel, c'est presque en dessous de la vérité. It is an understatement to call it a cultural artifact. And there is also the fact that in Magic, you said emotions can be very strong, and it's a board game it's a tempo board game. Et il y a aussi le fait que dans Magic, il y a ces émotions parce que c'est un jeu de tempo. Je veux dire que tu dois ressentir ton deck. Tu dois jouer la bonne carte au bon moment. Parfois, les cartes ont une valeur, mais ce n'est pas forcément toujours la même valeur. Celle que tu payes et celle quand tu la joues. Et ça dépend, en fait. Ça change tout. It changes everything. The good moment you play a card. Absolutely. Yes. And it's not fair. Et ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Tu peux acheter un meilleur deck, tu peux acheter une meilleure expérience. Et pourtant, je pense que c'est une chose précieuse dans le cadre d'un jeu. Je n'aime pas ça dans la vraie vie, mais dans un jeu où c'est plus sûr, où les enjeux sont moindres, je trouve ça génial. I think that's great. Tu designes des cartes, des jeux de cartes? Many. Yes, many. And oui, beaucoup. Et tu trouves que c'est difficile de créer ces jeux de cartes, ces combinaisons? Et est-ce que tu penses aussi que c'est aux joueuses de les créer, de les découvrir? by themselves and So this will sound. Well, it's going to sound how it sounds. It's not difficult for me, but the reason it's not. Bon, ça va peut-être paraître prétentieux, mais tant pis, ça sonnera comme ça doit. Pour moi, ce n'est pas difficile. Et si ce n'est pas difficile, c'est parce que c'est dans mon ADN. J'ai passé tellement de temps dans l'écosystème des jeux de cartes que c'est devenu naturel. Encore une fois, je fais le parallèle avec la musique. Je suis guitariste. Donc si j'apprends un nouvel instrument, même s'il est proche de la guitare, oui, ce sera un peu difficile. Mais si tu me donnes une guitare là, je la prends en main tout de suite, je pense en guitare. C'est toujours compliqué de terminer un jeu de cartes à collectionner. Mais j'ai constamment des idées de jeux de ce type. J'ai un bon instinct. Je ressens assez bien ce que le jeu va provoquer. Parce que je suis un designer full stack qui va maîtriser toutes les couches. J'aime penser le jeu de bout en bout. Mais surtout, j'ai envie que les joueurs fassent les découvertes par eux-mêmes. J'essaie aussi de ne pas tout voir, pour me laisser surprendre. Et je travaille avec d'autres personnes créatives. Je suis très collaboratif, surtout dans les grands groupes. Oui, pour la plupart des gens, créer un jeu de cartes à collectionner, c'est impensable, voire impossible. Et justement, c'est probablement pour ça que ça m'attire autant. But I mean, that's kind of the appeal to me. Tu joues toujours à Magic aujourd'hui? Not anymore. I mean, Plus vraiment. Enfin, c'est juste que je n'arrive plus à suivre. Ma femme s'est mise à Magic il y a quelques années, donc j'ai eu l'occasion de redécouvrir le jeu à travers elle. Mais elle joue avec des éditions récentes, et je trouve que les sets modernes sont trop complexes. Trop complexes et moins spontanés à jouer. Moi j'aimerais revenir aux anciennes éditions, quand le jeu était encore un peu plus innocent, et aussi un peu plus problématique peut-être. Je continue à suivre ce qui sort. Je sais quelles nouvelles extensions sont là, et j'aime bien explorer tout ça, de loin. Mais si tu sortais un deck maintenant et que tu me demandais tu veux jouer, je dirais oui bien sûr, et je me souviendrai de tout. I would say sure, of course, and I would remember everything. Tu l'as dit, Magic, c'est plus qu'un jeu, c'est aussi un symbole culturel et c'est un jeu dans lequel aussi les représentations ont évolué et ont beaucoup d'importance. Absolutely. When I say it's a cultural artifact, it's also a philosophy. It's also a school, like a school of thought. So I do think. Absolument. Quand je dis que Magic est un objet culturel, c'est aussi une philosophie. C'est même une école, une façon de penser. Je pense que les jeux de cartes à collectionner auraient peut-être existé sans Richard Garfield, mais la manière dont lui les a pensés, c'est unique. Il y est venu à la fois comme mathématicien, mais aussi comme quelqu'un qui a étudié la philosophie. Et il y est venu avec une vraie curiosité d'enfant. Je pense qu'un designer plus technique, non, le mot discipliné n'est peut-être pas juste. Disons qu'un designer plus rigoureux aurait fait un jeu plus lisse, plus moderne. Et peut-être qu'il n'aurait pas eu le même impact. Je reviens toujours à ça. Les problèmes de Magic, entre guillemets, je fais le geste en l'air là, ils sont essentiels. Les erreurs sont aussi importantes que les réussites. The quote unquote, I'm making air quotes here. The problems are important. They're as important, and the mistakes are as important as the successes. So, et puis il y a le thème. Quand on pense au thème de Magic, on peut trouver ça un peu naïf.
voire un peu bête. Mais c'est justement ça qui est important. C'est iconique. Ils ne sont pas allés trop loin. Ils n'ont pas essayé de raconter une histoire trop complexe. Ce qui comptait, c'était que le jeu résonne. Quand je joue Croissance gigantesque, Giant Growth, je le joue sur une créature. Même sans lire la carte, tu sais déjà ce que ça veut dire. Tu ressens ce que ça fait. Je joue Éclair, Lightning Bolt. Tu sais tout de suite. Bien sûr, il faut lire le texte pour avoir l'effet exact, mais l'intention, tu la ressens dans tes tripes. Le Seigneur des Anneaux, c'est basé sur des livres qu'on connaît. Magic, lui, son thème original, il est important. Même si Wizards a ajouté plein de lore avec les Planeswalkers, les histoires, les intrigues, c'est bien, ça va, mais ce n'est pas nécessaire. Quand j'explique Magic à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, je dis « tu es un sorcier, tu invoques des créatures, tu attaques ton adversaire pour le vaincre, c'est tout. » Et tout découle de ça. Ce n'est pas une narration au sens strict, c'est une ambiance, un ressenti. Et le fait que ce soit aussi iconique, que tout soit directement compréhensible, parce qu'on connaît déjà ces éléments-là, c'est fondamental. And the fact that it's so iconic and the fact that everything comes from your it doesn't model it, but it comes from a pre-existing understanding is extremely important. On va parler du prochain jeu. Sure, I could talk Oui, ever about mais j'aurais pu parler de Magic pendant des heures. World of Warcraft. World of Warcraft. Yes. Tu jouais aux jeux vidéo? Yes. Yeah, so when Oui, je parlais bien du jeu vidéo. I was talking about the video game. Yes, because there are also Oui, il y a aussi un jeu de société. board games. Sur lequel je travaillais d'ailleurs. Yes. Donc les jeux vidéo sont aussi importants dans ta vie. Yes, I've been playing video games since I was a kid. Okay. And World of Warcraft, so I've been playing MMORPGs since Meridian 59. So Oui, tout à fait. Je joue aux jeux vidéo depuis que je suis enfant, et au MMORPG depuis Meridian 59. Donc je suis un vieux joueur. J'ai joué à Ultima Online, EverQuest. J'ai vraiment suivi toute l'évolution. Mais World of Warcraft, c'est spécial pour moi. Ce n'était pas le premier, mais pour beaucoup de joueurs, c'était leur première vraie expérience. C'était le premier jeu conçu, non pas pour modéliser un monde réel comme le faisaient les autres, souvent très intéressant, entre guillemets, voire trop technique. C'était le premier à dire « oublions la simulation, on va tout contrôler. On va proposer des quêtes, une vraie expérience solo, fluide. Et peu importe si ce n'est pas réaliste, peu importe si tes actions n'ont aucun impact durable sur le monde. Ce n'est pas pour ça que les gens jouent. Ce qu'ils veulent, c'est faire un truc stylé et le montrer à leurs potes. Les garde-fous intégrés à World of Warcraft m'ont accroché tout de suite. Si je devais initier un ami au MMORPG, je commencerais jamais par les jeux d'origine. Je commencerais par World of Warcraft. Et j'irais même au-delà, parce que World of Warcraft, c'est comme Magic. C'est iconique. Et aussi un peu puéril, mais dans le bon sens. Tu vois un chaman tauren avec ses grandes cornes, ses sabots, son anneau dans le nez. Tous les garçons de 10 ans se disent « Wow !» Et puis tu vois la petite gnome magicienne. Et là, c'est un fantasme de princesse. Mais ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est qu'en dépit du style jeu pour garçons, des productions Blizzard, World of Warcraft n'est pas si genré que ça. Il y a des identités masculines, féminines, mais tout est très fluide. Tu ne te poses pas la question. Une femme joueur peut jouer un perso masculin, un homme peut jouer une elfe. Peu importe, c'est hyper inclusif sans forcer. On dirait qu'ils ne faisaient pas des jeux pour eux, mais pour leurs enfants, ou pour l'enfant qui est en nous. But the cool thing is, I didn't understand this back in the day, but even though World of Warcraft, like Blizzard games are kind of for, quote unquote, for boys, the World of Warcraft is oddly not so gendered. Like, there's a masculine and a feminine identities, sort of, but throughout everything. So there's no reason, like when I see a female character in World of Warcraft, I do not assume it's a woman. You can funnel your fantasies through there because it's so, I don't know how to describe it. It's so equitable. They didn't care about trying to make games for themselves as much. They tried to making games for their kids or for the kid inside you. Anyway, sorry, I'm preaching again. But I love that. And I think I'm not sure if it was intentional, but I loved that I could, I would teach my niece or I would teach my nephew, no problem. And I think they would all they could play the same character. I think they would both enjoy it. And anyway, finally, World of Warcraft is, when you talk to game designers, they're like, but they didn't do anything new. I say, no, bullshit. They polish is that game. They polish and polish and polish, not to make the gameplay too safe, but to make the gameplay perfect. I'll give you an example. It's little things. When you play the game, you're Désolé, je m'emballe, mais vraiment, j'adore ça. Et je ne savais pas si c'était intentionnel. Mais j'adorais pouvoir montrer le jeu à ma nièce ou à mon neveu. Et savoir qu'ils pourraient jouer exactement le même perso, et que tous les deux y trouveraient du plaisir. Et puis, quand certains designers disent « Mais World of Warcraft n'a rien inventé », je leur dis « N'importe quoi. Ce qu'ils ont fait, c'est polir, polir, polir.
Pas pour rendre le jeu plus sûr, mais pour qu'il soit parfaitement fluide. Je te donne un exemple. Tu frappes un monstre. Un petit chiffre s'affiche, 5 points de dégâts. Et ce chiffre flotte, monte comme un petit nuage. Si c'est un coup critique, il est 3 fois plus gros. Il explose. Il fait un son spécial. C'est crucial. Tu ressens physiquement ce que tu fais. Les chiffres blancs, c'est des attaques normales. Les chiffres jaunes, des attaques spéciales. Tu vois immédiatement le résultat de tout ce que tu as construit. Ça, c'est du pouvoir. Et World of Warcraft a inventé tout ça. Aujourd'hui, dans n'importe quel jeu, si tu vois un PNJ avec un point d'exclamation au-dessus de la tête, tu sais qu'il a une quête. S'il a un point d'interrogation, tu sais que tu peux rendre la quête. Mais avant World of Warcraft, ça n'existait pas. C'est devenu un langage universel. Et c'est ça, le vrai raffinement. Des micro-mécaniques qui transforment des idées complexes en quelque chose d'instantanément compréhensible. C'est un service immense. Pas seulement pour les joueuses aguerries, mais aussi pour les nouvelles venues. Et maintenant, nous tous, on bénéficie de ça. On peut construire dessus. Désolé, je pars dans mes pensées, mais c'est important pour moi. World of Warcraft est un jeu complexe, mais il semble simple. Il t'invite à explorer à ton rythme, aussi loin que tu veux. Tu veux du hardcore? Tu peux. Du solo? Du social? Du compétitif? Tu peux tout faire. Mais ce voyage, cette progression, c'est tellement bien fait. Et oui, c'est dangereux. Ce n'est pas qu'un terrain de jeu sûr. Et c'est pour ça que j'aime ce jeu. Build upon that, and I'm sorry, I'm lost in my own thoughts here, but it's very important to me that because World of Warcraft is a very complex game, but it presents as so simple. And it lets you explore and explore and explore and go as deep as you want, go as hardcore as you want, go as social as you want, go as single player as you want, go as multiplayer as you want. But the journey is so well done and dangerous. Like it's not just safe. Anyway, sorry, I love that game. C'est un jeu avec un univers très fort. Je crois que tu as dit que tu partais quand même beaucoup des thématiques aussi pour créer des jeux. Tu essayes aussi de créer des jeux avec des ambiances, des thèmes, des mondes assez intenses. Tu as aussi fait des licences dans ta création? Yes. Now, when I say theme, this is one of the areas I'm a little pretentious. When I say theme, I don't mean the coat of paint. Yes, right? of course. I mean the theme. Like when you think about cinema. Oui, absolument. Oui, voilà. Quand je parle de thème, c'est un domaine où je peux paraître un peu prétentieux. Parce que quand je dis thème, je ne parle pas juste d'un habillage graphique. Non, bien sûr. Pour moi, le thème, c'est ce que le jeu évoque émotionnellement, comme au cinéma ou en musique. Quelle émotion ça suscite? Je prends Rising Sun en exemple. Le vernis, l'habillage, c'est la mythologie japonaise. C'est ce qu'on voit en surface. Et j'ai grandi avec ces récits. Mais le vrai thème, c'est la diplomatie de gentleman. Tu incarnes des généraux qui prennent des décisions très dures, qui sont engagés dans une guerre brutale, mais avec un sens profond de l'étiquette, de la courtoisie et du respect. Tout tourne autour de ça. Et c'est sans doute pour ça que tu as trouvé le jeu si intense. Parce qu'en fait, même dans des interactions violentes, tout reste sous contrôle, contenu, presque poli. Et ça, c'était vraiment essentiel pour moi. Quand j'ai conçu les mécaniques du jeu, je ne me suis pas autorisé à faire ce que je voulais. Il fallait que les joueuses ressentent tout ça. Chaque élément du jeu devait te donner envie d'inviter d'autres personnes à la table, pour ensuite peut-être les trahir. Parce que oui, la trahison c'est le cœur du jeu. C'était pensé pour ça. Tu fais une alliance, et le jeu te récompense quand tu la brises. Alors ça donne des moments du genre, bon, on est d'accord, on rompt l'alliance maintenant? Ou, ok, je vais te trahir maintenant, c'est le bon moment. Et l'autre peut répondre, ouais, pourquoi pas? Et toi tu penses, parfait, je te tue demain. Betray you right now. We're going to break up, and because it's kind of run its course. And sometimes they'll be like, oh sure, why not? And I'll kill you tomorrow. There's a cartoon reference that I loved. Do you remember the Looney Tunes, Bugs Bunny? So there's a cartoon inside there that which was one of my inspirations. Une des inspirations que j'adorais, c'était un vieux cartoon Looney Tunes. Tu te souviens de Bugs Bunny? Il y avait un sketch avec Will E. Coyote et un chien de berger. Je ne me souviens plus de son nom. Le principe, c'est qu'ils sont tous les deux des collègues qui gardent des moutons. Chaque matin, ils se saluent poliment. Bonjour Sam, bonjour Ralph. Puis ils se mettent au boulot. Le coyote essaye de voler les moutons, le chien l'en empêche. C'est ultra violent. Il le jette dans l'acide, du haut d'une falaise. Et à la fin de la journée, la sirène retentit, ils s'arrêtent, se serrent la main et se disent « Bonne soirée Sam, bonne soirée Ralph », avec une politesse exemplaire. Et ça, c'est exactement le monologue que j'avais en tête pendant la création de Rising Sun. C'est ce ressenti-là que je voulais créer. Good night Sam, good night Ralph. Very polite. That was very, to me, that was An inspiration. That was the monologue running through my head. I wanted that feeling. Yes. Does that make sense? Yes. It was the Oui, c'était l'objectif que tu avais en créant le jeu et tu as conçu tout ton design autour pour atteindre cet objectif. Exactly right.
to achieve this goal That's of exactly feelings. Yes. That's right. Okay. Yeah, Les mécaniques, c'est bien qu'elles soient malines, mais si elles n'atteignent pas cet objectif, elles dégagent. roll, it's out. And about Les jeux vidéo, tu as travaillé aussi sur d'autres licences comme Bloodborne. Tu as joué un peu aux jeux vidéo? Bloodborne, you played the video games? A little bit. A little. A little Very bit. hard. So I played. Un peu, oui, j'y ai joué. Enfin, j'adore Bloodborne. Yes. C'est intéressant. Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec un co-auteur, Michael Shinall, qui est un expert du jeu. Moi, j'y ai joué. J'adore l'idée de Bloodborne. Vraiment beaucoup. Watching J'ai lu pas mal de choses dessus, et j'adore regarder des gens y jouer. Mais moi, je n'y prends pas tellement de plaisir en tant que joueur. method. Par contre, ce que j'adore, c'est l'idée que Bloodborne repose sur la méthode scientifique. Tu combats des monstres, oui, mais ce que tu fais en réalité, c'est analyser des schémas. Tu meurs, tu recommences, tu meurs, encore, tu apprends à chaque fois. Et c'est exactement pour ça qu'on a construit le jeu, comme un deck building. Ça reproduit cette courbe d'apprentissage. Sur ce jeu-là, j'ai construit des mécaniques à la structure globale. Michael, lui, a joué aux jeux vidéo pendant des heures. Il a veillé à ce que chaque situation soit fidèle à l'original. C'était une super collaboration. Moi, ce que je voulais surtout, c'était que le jeu de plateau procure une réponse ludique au même ressenti que celui du jeu vidéo. It was a board game answer to the same feeling that the video game gives you. Nous allons parler du dernier jeu, El Grande, El Grande, yes. un jeu très connu de Wolfgang Kramer et Richard Ulrich de My hero. 1980. Yep. Yes. Mon héros. C'est un jeu qu'on cite souvent comme un jeu, un jeu symbolique des jeux de contrôle de territoire et de majorité. That's right. That's well. So the genius. I could talk forever about. So Wolfgang Kramer is my hero. Like I'm. C'est ça, je pourrais en parler pendant des heures. Wolfgang Kramer est mon héros. Je vais essayer de ne pas être ridicule au trop. Mais honnêtement, j'ai l'impression que ma carrière entière consiste à redessiner les jeux de Wolfgang Kramer. C'est un pionnier, et il a inventé toute la machinerie du jeu. Prenons El Grande. De la même manière que le Yahtzee, ce jeu c'est avant tout une question de structure, de système. Avant El Grande, quand on pensait à des jeux de contrôle de zone, on pensait à risque, à diplomatie. Le principe c'était, on place des unités, puis on se bat pour savoir qui contrôle quoi. Et c'était très bien comme ça. Mais El Grande, lui, a apporté un tout nouveau ressenti. Il posait cette question. Est-ce que je veux vraiment ce territoire ? Et jusqu'où suis-je prêt à aller pour l'avoir ? Il a complètement abstrait le combat. Et à partir de là, tout tournait autour de la théorie des jeux, étalée sur la table. Tu y retrouves le dilemme du prisonnier, la tragédie des biens communs. Tous ces éléments existent en même temps. Et franchement, je ne pense jamais au thème d'El Grande. Ça pourrait être n'importe quoi. Ce qui compte, c'est ce sentiment unique, nouveau que le jeu provoque. C'est un de ces jeux que j'ai pris en main en pensant « Oh là là, ça a l'air super compliqué. Je vais pas aimer. » Et puis j'ai joué. Et j'ai rêvé du jeu. Je ne pouvais plus m'en détacher. J'ai compris que c'était à cause de cette machinerie brillante. Alors j'y ai rejoué. Encore et encore. Et c'est pour ça que tant de mes jeux portent un peu d'El Grande en eux. So I played it over and over and over again, and one of the reasons why my games have El Grande in there was because Beaucoup de tes jeux c'est du contrôle de territoire. yes, exactly. And so like I felt like that was the best machinery I've ever seen. So I'm like, oh, so Oui, exactement. Et j'ai eu le sentiment que c'était la meilleure machinerie que j'ai jamais vue. Alors je me suis dit, ah voilà, comme quand je disais que World of Warcraft a inventé le point d'interrogation pour signaler les quêtes. Eh bien moi, je n'ai plus besoin d'inventer ça, je veux partir de là maintenant. Et donc j'adorais ça. Mais ce que je voulais, c'était aller plus loin, tu vois. Faire la version heavy metal d'un classique de Led Zeppelin. Un jeu comme Blood Rage par exemple. Je ne me suis jamais dit, ok, c'est El Grande plus du draft. Je ne réfléchis pas comme ça. Je ne pense même pas consciemment à El Grande. Mais je sais qu'il est là, quelque part dans le jeu. Quand je crée des jeux d'arrogant majority, de majorité écrasante, ce que je voulais faire, notamment avec cette série de jeux, c'était répondre à de nouvelles questions. Et pour ça, il fallait que je revienne à Risk, tu vois. Parce que dans Risk, la question dramatique, c'est toujours « Comment vais-je conquérir ces territoires ?» Alors que dans Blood Rage, la vraie question, c'est « Attends, est-ce que je veux vraiment gagner ce territoire ? Pourquoi les autres veulent-ils le gagner ? Et pourquoi cherchent-ils volontairement à le perdre ? Est-ce que je dois les empêcher de perdre ? Ce sont simplement de nouvelles questions. Et en utilisant l'idée de majorité de zone et de points de victoire, au lieu du simple « conquérir X territoire », tu peux raconter de nouvelles histoires. Et tout ça, je le dois à El Grande. Sans El Grande, aucun de mes gros jeux de plateau n'existerait. J'aurais dû inventer tout ça moi-même. Et je ne l'aurais sans doute pas fait aussi bien. El Grande, like without El Grande, there's no any of my big board games. I would have to invent that myself, and I may not have done it as well. Tu y joues encore à El Grande? Oh yeah, absolutely. Yes. Ah oui, absolument. Je dirais que le jeu a un peu vieilli aujourd'hui, personnellement. Je veux dire, sans vouloir manquer de respect à Wolfgang, mais je préfère Blood Rage, parce qu'il me ressemble davantage. Je ressens un lien un peu plus fort avec le thème dans Blood Rage, objectivement. Je pense qu'El Grande est un meilleur jeu. C'est mieux que tout ce que j'ai jamais conçu. C'est plus pur,
une mécanique plus aboutie. Mais en tant que produit global, je préfère mes propres jeux. Dans l'ensemble, je les aime plus. But I like my games as products overall. I like it better. Si tu es OK, on va parler aussi de Cthulhu Death Medai parce que voilà, pour le coup, c'est un de mes jeux, comme je l'ai dit, préférés. If you're OK, we can talk about Cthulhu Death Medai because I said it's one of my favorite board games. And Je te l'ai dit, hein, c'est un de mes jeux préférés. Je l'aime énormément parce que je le trouve très épuré, ce qui est rare pour ce type de jeu. Et j'ai lu aussi que quand tu l'as créé, tu l'as développé durant la première administration Trump. during the first Trump administration, and you said that there was something common in the fact to say, okay, we can kill Cthulhu, and maybe there is a hope we can be stronger and we can do something. And there is this political inspiration. Also, the movie of Quentin Tarantino, Inglourious Basterds. Glorious Bastards. That's So- right. Yep. Et si tu es OK, je voudrais qu'on discute de ça, du fait qu'on puisse inclure de la politique dans les jeux. Pas de façon évidente, hein, mais plutôt de façon à Sure. faire ressentir les choses. That ça n'a pas besoin d'être évident. 100%. Yeah. I mean, look, so what you just described, like, I will tell you. So Death May Die, I mean, it's a game I'm insanely proud of. I love the final result. Oui, à 100%. Oui. Écoute, ce que tu viens de décrire, je vais te dire, Death May Die, c'est un jeu dont je suis incroyablement fier. J'adore le résultat final et j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à le concevoir. Rob, mon co-auteur, et moi, on a dû... Bon, laisse-moi te raconter le pitch, le point de départ du projet. Rob est un développeur de jeux Legacy. Il est connu pour ça et je le connais depuis des années. Je me suis dit, j'ai envie de faire un jeu avec lui parce qu'on pense à la narration de façon très similaire. On est tous les deux auteurs et on réfléchit au jeu en termes de cinéma, de mise en scène. Et je me suis dit, il doit en avoir marre des jeux Legacy. Et si pour une fois, il voulait juste faire un bon jeu. J'adore raconter cette histoire, parce qu'elle n'est pas courante. Tu connais Zombicide, chez Simone, pas vrai? Un jour, je rendais visite au bureau de Simone, avant même d'y travailler. Et ils m'ont montré une liste de jeux en préparation. En fait, quelqu'un avait simplement fait un petit exercice en notant plein de titres comme Zombicide, Génocide, qui est devenu autre chose ensuite. Et là, je vois un truc, je me dis, oh waouh, certains de ces titres sont vraiment cool. Et puis je tombe sur Toulouside, et je me dis, Toulouside, trop stylé. Alors je demande, c'est quoi ce jeu? Ok. Et ils me répondent, oh, on sait pas. J'ai juste écrit des trucs comme ça. Et je n'arrivais pas à m'enlever ce mot de la tête. Parce que je suis un grand fan du mythe de Cthulhu, au-delà même de Lovecraft. Ok. J'adore cet univers. Alors tout de suite, j'ai dit, enlevez ça de la liste. Ce jeu, c'est moi qui vais le faire. Simplement parce que je n'arrivais pas à m'enlever cette idée de la tête. Donc je venais juste de regarder Inglourious Basterds. Et désolé pour le spoiler, mais enfin ça fait des années. Ce qui m'a marqué, c'est la fin du film. Parce que pendant tout le film, tu te dis, d'accord, ça va être une tragédie, on connaît un peu l'histoire. Donc ça va être extrêmement violent. Et ils vont échouer à tuer Hitler. Parce que c'est comme ça que l'histoire s'est passée. Mais à la fin, ils tuent Hitler. Et là, tu te dis, quoi? C'est incroyable. Et il y avait une autre histoire. Désolé, je ne me souviens plus du nom. C'est un récit mythique, oui. Une sorte de mythe à propos d'un samouraï qui, dans un rêve, se révoltait contre l'injustice de l'univers. On lui répondait, désolé, ça c'est entre les mains de Dieu. Et lui répondait, très bien, alors je vais tuer Dieu. Il en faisait la quête de sa vie. Les gens pensaient que c'était fort, bien sûr. Mais à la fin de l'histoire, il tue réellement Dieu. Je me suis dit, c'est génial. Ce choc, cette surprise. Je voulais capturer ça. Je voulais que ça soit la seule façon de gagner un jeu sur Cthulhu. Il faut tuer Cthulhu. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? J'ai appelé Rob et je lui ai dit, tu veux faire un jeu où on tire une balle en pleine tête à... Il m'a répondu, oui, oui, je veux. Rob est un co-auteur incroyable. You must kill Cthulhu. And so, what does that mean? So I called Rob and I said, do you want to make a game about shooting Cthulhu in the face? He said, yes, I do. And Rob's an amazing storyteller. And so we got together and we talked about this thematically. I was a little bit more politically inclined. Rob and I are very similar, but he's exhausted by politics. So I wasn't aiming. Alors, on s'est retrouvés pour en parler. Thématiquement, j'étais un peu plus engagé politiquement. Rob et moi, on se ressemble beaucoup, mais lui est épuisé par la politique. Mon but n'était pas de faire un jeu politique, tu vois, mais plutôt une œuvre qui résonne avec l'époque dans laquelle elle est créée. On était dans une période de désespoir, de perte d'espoir. Chaque jour, on se réveillait avec ce pressentiment que quelque chose de terrible allait arriver. Ce n'était pas encore le Covid, mais on le sentait venir. Alors je voulais créer une œuvre qui donne une représentation visuelle de ce sentiment. Ce moment où tu te dis, et puis merde, je le bute. Je peux juste lui tirer dessus. Donc oui, ça a beaucoup nourri le design. Mais sans te raconter toute cette histoire, quelqu'un qui ouvre la boîte ne va pas se dire « Oh waouh, c'est un jeu politique !» Mais sans le contexte de ce qui se passait autour de nous à ce moment-là, le jeu n'aurait jamais pris cette forme-là. Oh my God, this is a political game. Exactly. But without the context of what was happening around us, the game would not have come out like that. En prenant en compte la situation actuelle, politique actuelle, est-ce que tu penses aussi que les jeux de société peuvent être
aussi un moyen de résistance? It's a great question. I get C'est une grande question. my answer Et ma réponse change souvent. very often. So I don't mean Je ne veux pas dire faire des jeux très engagés, mais parfois juste les émotions que tu peux faire ressentir. C'est quelque chose de plus subtil en fait. and it's Right. something that's more subtle, in fact. yeah, yes. So my board games are informed by my politics. They just are. But ironically, they're not. So when you play my games, you're not going to go, oh, cool, this is Oui. left. Donc mes jeux de société sont influencés par mes convictions politiques. C'est un fait. Mais paradoxalement, ce n'est pas flagrant. Quand tu joues à mes jeux, tu ne te dis pas « Ah, super, voilà un jeu de socialisme de gauche dans un empire capitaliste ». Non, ils ne sont pas conçus comme ça. Mais j'adore par exemple le mythe du Seigneur des Anneaux. Cette idée que de la plus grande obscurité émergent les plus grands héros. Et cette idée de résistance par l'émancipation, c'est très important pour moi. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, je ne sais plus qui l'a dit, qui dit « Nettoie ton foyer avant de quitter la maison. Il faut prendre soin de soi, il faut se donner de la joie. » Et aujourd'hui, plus que jamais, Especially on est en 2025 et dans une des périodes les plus sombres du monde, je pense vraiment que donner une forme Yes. de joie dirigée, de l'espoir, c'est une forme de résistance. that Parce que ça renforce notre capacité à résister. Et cette idée, elle influence ma façon de concevoir les mécaniques. resistance to me. Ok. Right? Because it strengthens the muscle, right? And the idea, I love the idea. This is part of my it's my politics, but it's mostly like my politics affects the way I design machinery. I like making very complicated games that are accessible and streamlined. So to demystify the idea that if you play something complicated, there is a solution. Right? There's an eyes on the prize. So when you feel helpless in today's very complex world with bad actors using the complexity of our world to J'aime créer des jeux très complexes mais accessibles et fluides. Pour démystifier l'idée qu'il face à quelque chose de complexe, il n'y a pas de solution. Parce que si, il y a un objectif clair, une direction à suivre. Et quand tu te sens impuissant dans un monde aussi complexe avec des acteurs malveillants qui utilisent cette complexité pour dissimuler leurs intentions, oui, je parle des milliardaires, le fait de pouvoir jouer à un jeu et de se dire « je peux y arriver », c'est puissant. Tu lis un livret de 25 pages pour Cthulhu ou Death Medaille, mais en fait tu comprends très vite que tu dois optimiser tes stats, bien les utiliser au bon moment, arrêter le rituel, puis tuer le méchant. Et le fait que le jeu te permette de tuer le méchant, ça offre une catharsis impossible dans la vraie vie. Alors bien sûr, je ne vais pas transformer chaque jour de Death Medaille Yes. en militant politique, mais j'ai eu des discussions avec des étudiants en sciences politiques, et j'en suis un moi-même, qui m'ont dit « tu as rendu compréhensible des idées très complexes ». Et j'adore ça. Mais je ne fais que de l'allégorie. Je ne me sens pas capable personnellement de faire un jeu vraiment direct comme Votes for Women, qui est un jeu incroyablement inspirant. Je ne pourrais jamais créer un jeu comme celui-là. Pour moi, le jeu est trop important. La catharsis est trop importante. J'ai besoin de m'éloigner de la réalité d'un cran. C'est personnel. Je ne pourrais pas faire autrement. Mais si je peux inspirer d'autres créateurs et créatrices qui, eux, veulent y aller frontalement, alors c'est déjà beaucoup. C'est suffisant pour moi. That's personal. I wouldn't be able to do that, but I definitely believe I would like the designer of Votes for Women had played some of my stuff, and it's I love the way you think about games. So just being able to inspire others who might want to do it directly is good. That's good enough for me. Merci beaucoup, Eric, pour cette interview. Merci. Oh, it's my pleasure. Tout le plaisir est pour moi. Et on remercie tous les auditeurs et auditrices qui ont suivi le podcast. Et à bientôt. Au revoir, Eric. Bye bye. Okay, thank you. Thank you. What's à plus? À plus. Cette interview, enregistrée en présentiel à Cannes le 1er mars 2025, est produite par Paul Gara et Hammer, avec l'aimable participation de Gabriel pour le doublage. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.